Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 16 décembre 2024 concernant la présentation du budget 2025. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Nous en sommes à la période de questions des gens dans la salle. Est-ce qu'on a des questions pour les gens qui sont présents dans la salle? Bonsoir. Monsieur le maire. Bonsoir, monsieur et madame les conseillers. Ici Bertrand Lemay. Alors, j'ai une question sur les taux d'intérêt. Vu que le taux d'intérêt directeur de la Banque du Canada a diminué de 1,75 % depuis juillet 2023, quel est le taux moyen d'emprunt que la Ville paye actuellement sur sa dette à long terme, qui se situe environ à 72 millions depuis votre dernier rapport? Merci, M. Lemay, pour votre question. Les taux d'intérêt qu'on paye sont vraiment variables en fonction de la date à laquelle les emprunts ont été concrétisés avec différentes institutions financières. C'est qu'on en a qui sont encore à des très, très bons taux. Ceux qu'on a renouvelés dernièrement sont beaucoup plus élevés. Ceux qu'on va renouveler dans le futur, vu que les taux ont baissé, ça va être avantageux pour nous. Mais c'est toujours des emprunts sur 5 à 10 ans. On en a qui sont peut-être encore autour d'1 %, puis on en a qui sont pas loin de 6 % dans les dernières années, ceux qu'on a empruntés en 2024. Que selon la date d'échéance, mais on retourne en appel d'offres, et c'est 5 ans ou 10 ans, puis là, les taux d'intérêt sont vraiment variables. C'est sûr que le fait que ça ait baissé d'1 3/4 dernièrement, ça va être avantageux pour la Ville pour les futurs emprunts qu'on va faire en 25, parce qu'on en a certains qui viennent à échéance en 25, puis il y en a quelques-uns là-dedans qui sont des montants assez élevés, qu'on va renouveler, ou ce qu'on avait des très, très bons taux, parce qu'il y en a qu'on avait depuis 5 ans, qu'on avait depuis 10 ans, qu'on bénéficiait de très, très bons taux. Mais c'est sûr et certain qu'en 25, ça paraît déjà sur notre dette, là, l'augmentation des taux d'intérêt. C'est tous des taux fixes à ce moment-là, là-dedans? Oui, exactement. OK. C'est des obligations. C'est toutes des obligations de 5 ans ou 10 ans. C'est le ministère des Affaires municipales qui détermine si ça va être 5 ans ou ça va être 10 ans. C'est même pas la Ville de Saint-Hyacinthe. OK, merci. Deuxième question, concernant la taxe additionnelle que vous avez ajoutée pour la création d'un fonds vert pour l'agriculture durable, quelles ont été les réalisations faites dont les objectifs sont la conservation des sols, meilleure gestion de l'eau et améliorer la biodiversité pour l'agriculture durable? Bien, c'est pour le développement durable en bout de ligne, mais on a installé des nouveaux abreuvoirs dans les parcs. On a des plans qu'on a réalisés pour la mobilité active et durable. On a de la plantation d'arbres là-dedans. On a plusieurs choses qui rentrent dans c'est 500 de mémoire, c'est 500 quelques mille, là. 500 quelques mille. Il y a une partie qui va au PTI, il y a une partie qui va au budget. Et c'est attribué seulement à des projets qui ont rapport avec le fonds, qui sont admissibles au fonds vert. Puis on en fait plus que ce qu'on va chercher dans le fonds vert, là. Okay. Il y a plus d'argent qui sont dépensés. As-tu un projet spécial à ce moment-là pour le parc de la Métairie qui a été acheté par la Ville? Mais le parc de Métairie qui a été acheté par la Ville, mais présentement, on n'a pas de projet pour le moment. Mais la belle nouvelle là-dedans, c'est qu'on l'a payé 6 millions et quelques, 6 500 000 de mémoire. Mais les Sœurs nous remettent 3 millions, 50 % dans un fonds de dotation où, qu'après 2 ans, on va pouvoir aller toucher aux intérêts pour investir dans notre parc ou payer une partie de l'emprunt. Mais éventuellement, il y aura-t-il de l'argent qui proviendra du fonds vert? Peut-être, c'est pas impossible, mais présentement, non. Okay. Présentement, non. M. Thériault, vous avez ajouté quelque chose? Bien, absolument. Au niveau du fonds vert dans le parc Paul Morissette, dans mon secteur, le secteur Yamaska, on a créé littéralement une nouvelle forêt. Plus de 1000 plants ont été installés, donc plus de 300 arbres sur une grande lisière qui va servir à faire une canopée et protéger un ruisseau du soleil pour qu'il puisse s'écouler tout l'été. Alors, c'est énorme. C'est excellent, ça. Monsieur Huard, vous voulez ajouter quelque chose? Par rapport au fonds vert, Monsieur le maire, il ne faut pas passer sous le silence, mais on a fait le plan de mobilité durable et active avec le fonds vert. Là, puis je pense que
pour les actions concrètes au niveau là, d'un fonds vert, je pense que c'est une clé incontournable, avoir un plan de mobilité durable, puis actif aussi, là, de mettre tout ça ensemble. Je pense que ça va de pair là, pour voir un Saint-Hyacinthe plus vert. Là. Oui, parce que Puis je vous rappellerai qu'on a planté en 2024 4500 arbres et arbustes dans la ville de Saint-Hyacinthe. C'est énorme. On en plantait toujours au moins 2000, mais en 24, on en a planté encore plus. ça va augmenter la panoplie. Bon, merci beaucoup. Merci, M. Lemay. Bonne soirée. Est-ce qu'on a d'autres questions pour des gens présents dans la salle? On n'a pas d'autres questions pour le moment. J'en serai au point numéro 2 de l'ordre du jour, la période d'information des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une information à... Je ne ferai pas le tour. Personne n'a rien à ajouter. Parfait. On en est au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance telle que soumise. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, c'est le budget 2025. C'est la présentation par le Parlement qui est moi-même. Je vais y aller. Vous allez voir, il y a beaucoup de lectures. J'espère que vous allez bien me suivre. Nous avons récemment analysé le budget pour l'année qui s'en vient. J'aurai le plaisir de vous présenter les faits saillants de ce budget à l'instant même. Mais avant, excusez-moi, j'ai lu une phrase que j'ai déjà lu dit. Je poursuis dans ma lecture. Commençons maintenant avec la présentation des faits saillants du budget 2025 de la Ville de Saint-Hyacinthe. Conformément à l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, nous vous présentons les prévisions budgétaires de l'année prochaine avant l'adoption officielle du budget 2025 par le Conseil municipal. Vous noterez que les chiffres indiqués dans mon texte ont été arrondis pour plus de clarté, mais les données brutes sont à l'écran. Le contexte budgétaire. Dans un premier temps, voici le contexte budgétaire entourant la préparation des prévisions pour l'exercice financier 2025. Je peux vous confirmer que ce budget a été scrupuleusement analysé. Nous avons tenté d'élaborer des prévisions budgétaires qui permettront à la Ville de Saint-Hyacinthe de bénéficier des crédits suffisants pour traverser l'exercice financier 2025 sans trop de mauvaises surprises, tout en permettant de réaliser les mandats et les objectifs fixés par le Conseil. Préparer un budget municipal est un exercice qui prend plusieurs mois. C'est le résultat d'échanges, de réflexions et d'arbitrages entre de nombreuses exigences et priorités administratives et politiques, tout en faisant place à de nouvelles idées et initiatives provenant de l'ensemble de l'équipe municipale. Boucler le budget de 2025 ne fut pas, une fois de plus, une mince affaire, puisque même si récemment, elle tend à vouloir diminuer, l'inflation est encore bien présente et les taux d'intérêt sont très impactants. Comme tout le monde, nos dépenses augmentent et affectent les finances municipales. Il serait irresponsable de ne pas le considérer. Il était de notre devoir de garder en tête la capacité de payer des Mascoutaines et des Mascoutins. Nous ajoutons à cela que nous sommes dans une année de départ du nouveau rôle de foncier. Ce dernier représente des valeurs historiques du jamais vu à Saint-Hyacinthe. Comme dans plusieurs villes au Québec, ces 3 dernières années, le nouveau rôle reflète l'emballement du marché immobilier de 2020, 2021 et 2022, alimenté par une demande de plus en plus soutenue en logement. Ainsi, pour cet exercice à Saint-Hyacinthe, l'évaluation municipale de la maison unifamiliale moyenne a augmenté de 50,32 %, passant de 294 532 $ en 2024 pour s'établir à 442 737 en 2025. Nous pouvons voir positivement le fait que les Mascoutaines et les Mascoutins voient leur investissement immobilier prendre de la valeur. Mais nous devons toutefois considérer la capacité de payer de ceux-ci, telle que le souhaite le Conseil. Nous assurer que cette augmentation de valeur de leurs biens n'entraîne pas des répercussions indues sur leur compte de taxes. Nous devions également trouver l'équilibre dans le déséquilibre. La population mascoutaine comme observé ailleurs, est confrontée à d'importants déséquilibres. En plus d'une économie post-inflationniste, elle fait face à une crise du logement sans précédent, à une augmentation alarmante de l'itinérance et des recours aux services de dépannage alimentaire.
Et que dire des nombreux défis qu'engendre l'adaptation au changement climatique? Dans le déséquilibre, il y a aussi les sommes que la Ville de Saint-Hyacinthe doit injecter dans des champs de compétences qui ne sont pas les siens. Par exemple, fournir des terrains scolaires au gouvernement du Québec pour construire des écoles. Nous héritons de toujours plus de responsabilités alors que, pour la plupart, ces nouveaux enjeux sont de la responsabilité des autres paliers de gouvernement. La loi 39, modifiant la loi sur la fiscalité municipale, adoptée à la toute fin de l'année 2023, est venue concrétiser le partage de la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec, la TVQ, aux municipalités du Québec. C'est une excellente nouvelle en soi puisque Saint-Hyacinthe peut bénéficier d'une somme supplémentaire de 1 243 418 en 2025. Malheureusement, nos besoins de financement rattachés à nos infrastructures en gestion de l'eau sont loin d'être complétés lorsque l'on considère les sommes qui nous ont été confirmées par le programme de la taxe sur l'essence du Québec, la fameuse TEC 2024-2028, qui représente 17 318 886. Dans tout ce déséquilibre, il nous faut donc jongler avec un défi immense et trouver une position d'équilibre. Équilibre pour maintenir et entretenir nos infrastructures existantes, équilibre pour avancer sur les projets déjà amorcés, équilibre avec un taux de taxe raisonnable qui tient compte de la capacité de payer, de la capacité de la Ville à livrer les services pour lesquels les citoyens paient, équilibre quant à l'ajustement des tarifications en fonction de leur coût réel, équilibre pour ne pas faire porter indûment le coût des décisions que nous prenons aujourd'hui sur les épaules des générations à venir, etc. Voici des paramètres qui ont guidé la préparation budgétaire. Tout d'abord, l'état de la situation économique, dont l'inflation de la région de Montréal se situait à la fin août à 1,5 %. L'inflation moyenne se situe à 2,79 % depuis le début de l'année. Une nuance doit être apportée au niveau des biens et services où l'inflation demeure un enjeu. La bonne nouvelle est que nous ne sommes plus en situation d'inflation galopante où nous nous trouvions l'année dernière afin d'établir les prévisions budgétaires. Le taux directeur de la Banque du Canada, celui qui régit les taux offerts sur le marché, a connu depuis le début de l'année 4 baisses, même on en a eu une 5e consécutive, pour passer de 5 % à 3,25 %. Il s'agit d'une bonne nouvelle, encore une fois, pour bâtir le budget 2025. Le bémol est que les obligations 2019-2020, financées à 1 %, 1,5 % seront tout de même refinancés à des taux beaucoup plus élevés en 2025. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec M. Lemay. En septembre dernier, un nouveau rôle a été déposé pour les années 2025, 2026 et 2027. La valeur foncière des 18 019 immeubles et terrains est passée de 8 216 142 400 $ à 11 466 340 600 $, soit une augmentation de 39,6 %. Cette augmentation historique est une opportunité pour établir une charge fiscale équitable dans les diverses catégories d'immeubles. Aux orientations précédentes s'ajoute la volonté de planifier des opportunités qui permettront de dégager, dans la mesure du possible, des surplus, c'est-à-dire limiter l'augmentation du compte de taxes d'une maison unifamiliale dont la valeur s'établit à 442 737 $ en 2025 à 3,6 % incluant des taxes et tarifications applicables à cette catégorie d'habitation. Répartir équitablement la charge fiscale entre les catégories d'immeubles afin de limiter la charge fiscale sur le secteur résidentiel. Indexer la tarification pour les piscines en la faisant passer de 100 à 103 $ pour 2025. Hausser les tarifs d'eau potable et des matières résiduelles de 5 $ chacun. Augmenter la tarification d'assainissement des eaux de 20 $ afin de mieux financer nos infrastructures. Poursuivre les mesures d'écofiscalité intégrées en 2023 et 2024
comme la taxe sur le mazout, la taxe des surfaces imperméables, ainsi que le fonds vert. Donc, aucune autre mesure ne sera intégrée au budget de 2025. Maintenir au même niveau le budget en biens et services, à l'exception des protocoles d'entente avec nos divers partenaires, nos engagements contractuels et la consommation d'énergie. Nous devions également établir des revenus suffisants pour couvrir les dépenses, tout en limitant le plus possible l'impact pour les contribuables mascoutins. Nous y reviendrons plus tard. Les faits saillants. Avant de nous attarder à l'analyse de chacun des postes budgétaires de manière plus spécifique, il nous apparaît à propos de présenter de façon succincte les faits saillants du prochain budget afin de profiter d'une perspective globale et ainsi mieux comprendre certains aspects de cette proposition budgétaire. Tout d'abord, soulignons que le budget 2025 totalise un montant de 156,6 millions en comparaison avec le budget 2024 au montant de 144,3 millions, représentant une augmentation de 12,3 millions ou de 8,52 %. Si l'on s'attarde au premier chef, au volet dépenses des prévisions budgétaires 2025, il importe de souligner les variations pour chacune des deux grandes catégories de dépenses entre l'année qui vient et celle en cours, ce qui se traduit comme suit. Pour les dépenses de fonctionnement, c'est près de 131 millions qui représente une augmentation de 9,3 % avec 2024. Pour les financements et les affectations, c'est plus de 25,6 millions qui équivalent à une augmentation de 4,71 %. Cela dit, il est toujours intéressant de rappeler qu'à l'instar des budgets précédents, celui de 2025 peut se résumer en 10 grandes catégories de dépenses que nous avons choisi d'illustrer. À l'examen du graphique qui apparaît à l'écran, on voit par exemple que la masse salariale représente 21 % du budget, le service de la dette 12,12 %, les dépenses en immobilisation 9,12 %, les frais de la Sûreté du Québec 8,43 %, le soutien financier aux organismes 5,69 %, les bénéfices marginaux à 5,09 %, la gestion des matières résiduelles à 3,67 %, les dépenses énergétiques liées à l'électricité et au gaz naturel à 2,72 %, le transport en commun 3,26 %. Comme on peut le constater à nouveau cette année, il ressort de cela que 71,09 % de l'ensemble des dépenses de la municipalité se retrouvent dans à peine 9 catégories. La 10e, intitulée « Autres dépenses », regroupe l'ensemble des autres dépenses de la municipalité qui n'ont pas été identifiées à travers les 9 catégories spécifiques. Cette catégorie équivaut à 28,91 %. C'est donc dire combien la marge de manœuvre est relativement mince pour de nouvelles initiatives ou de nouvelles obligations à respecter. Dans un autre registre, et dans le but d'examiner le budget 2025 sous un aspect différent, nous avons dressé les faits saillants en 16 grands énoncés qui permettent de mettre en relief les variations les plus importantes concernant les revenus et les dépenses. Ainsi donc, les changements favorables liés aux revenus pour le budget de la Ville. 4 904 200 $, augmentation de 6,39 % provenant de la taxe foncière et de l'ajout de la valeur au rôle provenant de nouvelles habitations et habitations rénovées. 500 000 $, c'est de l'ajustement à la hausse du budget concernant les revenus provenant des droits sur les mutations immobilières pour l'établir selon la réalité en cours d'année. 967 464 $ correspondant aux revenus supplémentaires dégagés par l'augmentation de la taxe d'assainissement des eaux, incluant la TAREP, nécessaire pour couvrir la dépense additionnelle, notamment celle concernant le remboursement d'emprunts pour des projets liés aux infrastructures d'égouts et à l'usine d'épuration. 589 822 $, augmentation des revenus issus de l'indexation du tarif au mètre cube d'eau pour les industries et les commerces équipés de compteurs d'eau. Cette indexation s'explique par l'augmentation des coûts en lien avec le traitement de l'eau potable.
875 000 c'est des revenus additionnels générés par une aide financière pour le transport en commun urbain. 1 243 418 au niveau du pacte fiscal, c'est le partage de la croissance d'un point de TVQ. 1 493 473 c'est l'augmentation des compensations tenant lieu de taxes du gouvernement du Québec dues à la mise à jour du taux global de taxation pour établir les montants versés. 335 989 c'est l'affectation de la réserve pour les élections. Au niveau des principales variations de dépenses, les montants suivants présentent, quant à eux, des écarts défavorables expliqués par une augmentation des dépenses ou par une diminution des revenus. 401 512 augmentation de 20,06 du soutien financier aux corporations de loisirs de quartier en lien avec le programme d'accompagnement en 40 jours. 376 712 c'est une augmentation de 5 du coût des intérêts sur la dette à long terme qui sera financée ou refinancée au cours de l'année 2025. On a le fameux chiffre qu'on parlait tout à l'heure. Ça va coûter 326 712 de plus pour financer notre dette à long terme. 628 963 c'est l'augmentation du coût de la desserte policière par la Sûreté du Québec, représentant une augmentation de 5 par rapport à 2024. Augmentation de 500 000 soit 50 pour le logement sociable et abordable. On va ajouter 500 000 pour le logement social et abordable. 600 000 pour l'entretien du cours d'eau Roma-Côté. 619 611 pour le déménagement de la tour de télécommunication. 989 238 pour l'augmentation de 7,44 à l'affectation aux activités d'investissement, ce qui veut dire qu'on va investir plus en 2025. 2 954 043 c'est l'augmentation de 9,87 de la masse salariale au budget 2025. Au final, le total des écarts défavorables est de 7 millions et celui des écarts favorables est de 10,9 millions. De la même manière, pour le volet des dépenses, il est intéressant de présenter un portrait des revenus par grande catégorie qui se trouve illustré à l'écran. On constate que les revenus de taxation représentent toujours la principale source de revenus de la municipalité avec une proportion de 72,43 inférieure de 1,5 comparativement à 2024, s'expliquant essentiellement par l'augmentation des revenus provenant des paiements tenant lieu de taxes et du pacte fiscal. Lorsqu'on ajoute à cela l'augmentation de 9,90 de revenus pour des services rendus à des tiers et une répartition plus équitable de l'assiette fiscale entre les catégories d'immeubles, la dépendance aux revenus de taxation des immeubles résidentiels s'en trouve réduite. Les dépenses de fonctionnement, nous voilà donc à l'étape d'examiner le budget 2025 plus en détail. Nous nous attarderons dans un premier temps aux dépenses de fonctionnement ou dépenses d'opération, ce qui nous amène à ce qui suit. En ce qui a trait aux dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses d'opération courantes, on constate qu'elles ont progressé de 9,30 par rapport à 2024 pour atteindre 131 millions de dollars. La masse salariale augmente de 3 millions de dollars. La rémunération globale représente 21 de l'ensemble des dépenses en 2025, comparativement à 25,90 en 2024. Son importance relative dans les dépenses globales est à la baisse. La quote-part de la ville à la RIAM est à la baisse de 5,21 Nous dénotons que les coûts de gestion des matières résiduelles sont relativement stables dans le contexte d'un contrat qui a été octroyé pour une durée de 5 ans, se terminant le 31 décembre 2025.
Du côté de la Sûreté du Québec, ce poste budgétaire regroupe l'ensemble des coûts associés aux services dispensés par la Sûreté du Québec et connaît une augmentation annuelle moyenne d'un peu plus de 5,5 depuis 2021, année durant laquelle le gouvernement a adopté le règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, visant à stabiliser la progression des coûts et à équilibrer leur partage entre les municipalités. Au moment de rédiger le budget, nous n'avions pas obtenu les coûts officiels du ministère de la Sécurité publique. On peut aujourd'hui confirmer que l'augmentation sera de 6 en 2025, soit une hausse de 864 614 par rapport à 2024. La hausse 2025 s'explique d'une part par l'augmentation de la population et d'autre part par la moyenne de la richesse foncière uniformisée de la Ville qui s'est appréciée, sans oublier le coût moyen d'un policier, un coût moyen des policiers qui est passé de 241 653 par policier en 2023 pour atteindre 254 742 en 2025. Puis le premier chiffre que je vous ai dit, c'était en 2024, c'est pas en 2023, là, je m'excuse. Une augmentation de 13 089 À cela s'ajoute le supplément permanent qui s'est accru de 112 776 passant de 1,6 million en 2024 à 1,7 million en 2025. Cela porte la facture finale à 13,4 millions, soit une portion non négligeable du budget annuel de la Ville, d'où l'intérêt de nous assurer que la Sûreté du Québec soit au rendez-vous dans la réalisation de ses mandats et dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés par le milieu. Maintenant, la MRC des Mascoutins. En ce qui a trait à la quote-part de la Ville de Saint-Hyacinthe versée à la MRC des Mascoutins, elle connaît pour une 3e année consécutive une croissance. Depuis 2015, cette quote-part est passée de 1,3 million de dollars à 2,8 millions, soit une augmentation de 115 Pour 2025, cette contribution se voit majorée à nouveau de 3,35 Comme pour la Sûreté du Québec, au moment de rédiger le budget 2025 de la MRC des Mascoutins, était toujours débattu par les maires de la MRC et la direction générale. Au final, la quote-part sera de 2 787 111 soit plus raisonnable qu'anticipé. L'augmentation la plus importante concerne le transport collectif régional et adapté. On note une hausse de la quote-part de 26,1 Plus précisément, le transport adapté est passé d'une quote-part de 1,15 million en 2024 à 1,45 million en 2025, soit une augmentation de 275 000 pour le transport adapté et 25 000 pour le transport collectif. Au niveau du transport collectif, pour continuer sur les hausses du transport collectif, les dépenses en transport en commun se divisent en 3 grands postes budgétaires qui correspondent aux quote-parts des 3 entités déléguées pour offrir le service. Nous avons 2 millions pour le transport en commun local, selon notre entente avec la MRC, 1,8 million pour le transport en commun régional, selon notre entente avec EXO, et 1,2 million pour le transport en commun adapté et collectif selon notre entente avec la MRC. En 2025, la hausse globale pour ces 3 ententes avoisine 550 000 soit 12,2 par rapport à 2024. Comme mentionné précédemment, le transport adapté et collectif régional augmente de 26,1 selon les données fournies par la MRC. Cette augmentation substantielle est attribuable au fait qu'il s'agit d'un transport à la demande et que les dépenses d'exploitation sont reliées directement à l'achalandage. Du côté des revenus des usagers, les prévisions 2025 ont été estimées à une hausse de 5,9 pour s'établir à 294 600 On constate donc que le service de transport en commun est en grande partie subventionné par la Ville, car pour des dépenses totales prévues de 5,1 millions de dollars, nous tirons un modeste revenu de 352 145 des usagers, publicité et autres
et autres, ainsi qu'un revenu de 875 000 provenant du volet 1 du programme d'aide au développement du transport collectif du gouvernement provincial. Maintenant, le service de sécurité incendie. Le budget 2025 du service de sécurité incendie connaît une hausse raisonnable des dépenses, suivant une valeur de 4,25 à la hausse. Les principaux postes budgétaires où se trouvent les augmentations les plus significatives sont dans les postes des salaires des employés permanents, les postes des salaires des employés temporaires, les salaires rattachés à l'entraînement, les postes des salaires de la garde interne et finalement dans le poste des frais de location de la caserne Saint-Simon. Maintenant, au niveau du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, les dépenses du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation sont regroupées en deux catégories, soit le traitement des eaux usées et la biométhanisation à plus de 3 millions chacune. En ce qui a trait au traitement des eaux usées, bien que certains postes budgétaires, tels que les analyses de laboratoires externes et les honoraires, ont augmenté. L'excellent résultat du récent appel d'offres pour la gestion du Digesta a fait en sorte de limiter la hausse globale. Nous pouvons donc profiter d'une baisse de 0,6 par rapport à l'année 2024 pour cette catégorie. De son côté, le budget de la biométhanisation a subi une diminution de 3 Les dépenses de cette catégorie proviennent en partie de répartitions budgétaires à partir de montants calculés dans la catégorie traitement des eaux usées. Les coûts des ressources humaines et matérielles servant aux deux divisions sont ainsi répartis selon une proportion jugée représentative pour chacune d'elles. Certains postes budgétaires ont subi une augmentation, tels que les analyses de laboratoires externes et les coûts d'énergie relatifs à la distribution et à l'injection du gaz naturel renouvelable, GNR. En revanche, ces hausses ont été contrebalancées principalement par une diminution des coûts de valorisation du Digesta qui diminue de 18 soit une économie de 186 600 $ par rapport à 2024. Service des travaux publics. Le service des travaux publics représente une grande partie des dépenses de la ville de Saint-Hyacinthe. Contenant plus de 1000 postes budgétaires, celui-ci représente pour 2025 près de 31 millions de dollars. Le prochain exercice financier voit son budget haussé de 13,46 pour ces services. Des changements ont été effectués à l'intérieur de l'exercice budgétaire 2025 pour le service des travaux publics. Ces changements font qu'il est plus complexe d'effectuer certaines comparaisons entre les différents postes budgétaires, considérant la nouvelle façon de répartir certaines données. Toutefois, lorsque la prochaine année sera terminée, les références de ces nouvelles répartitions seront plus réalistes. Au niveau du service des travaux publics, encore une fois, voici un tableau représentant quelques catégories composant le service des travaux publics. Les contrats d'entretien ménager ne cessent de croître année après année. Le travail à effectuer demeure le même sans avenant au contrat. Malgré cela, une hausse non négligeable de 44,28 sera applicable au budget 2025. Excusez-moi. Les interventions en lien avec les répartitions soumises par nos citoyens par le système de requête sont constamment en croissance. D'ailleurs, ce budget pour les répartitions sera bonifié de 14,91 De façon moins importante que l'entretien ménager, les contrats de déneigement connaissent également une augmentation. Souvent octroyés pour une période de 3 à 5 ans, ils subissent une inflation marquée d'une année à l'autre. Pour la prochaine saison hivernale, les contrats de déneigement subissent une hausse de 12,19 Bien que le déneigement écologique ne cesse de croître sur notre territoire et que les quantités de sel de déglaçage diminuent à l'inverse des quantités de pierre, il n'en demeure pas moins que le coût du sel augmente chaque année. Le prix de 110 $ la tonne métrique entraîne une hausse de ce budget de 8,11
L'IPC et certains ajustements ont été effectués à quelques postes budgétaires afin de mieux refléter la réalité de consommation. Ceux-ci font en sorte que les coûts pour l'électricité connaîtront une augmentation de 7,19 %. Néanmoins, il est toujours surprenant de voir l'enveloppe budgétaire globale consacrée à ce budget annuel qui devrait atteindre pour la prochaine année 3 644 306 $. Concernant l'entretien des génératrices, il s'agit ici d'un nouveau poste budgétaire qui n'existait pas auparavant. La restructuration des services des travaux publics a commandé l'ajout d'un mécanicien additionnel en 2024. Cette ressource supplémentaire nous a permis notamment de retirer le contrat d'entretien des génératrices à l'entreprise privée, qui représente une dépense de 56 176,86 $ en 2024. Ce travail pourra maintenant être effectué à moindre coût par notre équipe à l'interne. Au niveau du service des loisirs, pour les services des loisirs, on constate une augmentation de 20,06 % du budget total des dépenses. Voici les écarts les plus importants associés au budget du service des loisirs. Art, culture et patrimoine, 7,7 millions. Vie communautaire, 2,9 millions. Événements, 0,9 millions. Aquatique et nautique, près de 1,5 million. Sport et plein air, 1,8 million. Et 70 000 pour les plateaux d'activité. Je porte à votre attention sur de bonnes nouvelles que je veux vous transmettre. Tout d'abord, le personnel aquatique surnuméraire bénéficiera d'un rattrapage salarial de 5,75 % ainsi que d'une indexation de 2,25 %. Deuxièmement, nous prévoyons d'augmenter le nombre de cours de natation au centre aquatique Desjardins, incluant pour la première fois des cours estivaux. De plus, nous offrirons davantage de bains libres pour les groupes scolaires, ce qui devrait également accroître nos revenus anticipés. Troisièmement, en réponse aux épisodes de canicule, nous avons prévu 2 semaines d'ouverture supplémentaires pour les piscines Christ-Roy et Laurier. Ces ajustements permettront de mieux répondre aux besoins de la communauté tout en garantissant la qualité des services aquatiques. Également, nous avons créé une nouvelle fonction de conseillère au développement social, considérant la demande sans cesse croissante pour ce domaine. Ce poste temporaire et contractuel est prévu pour 3 ans. Au niveau des élections municipales, 2025 sera une année électorale. À elle seule, cette activité qui revient une fois tous les 4 ans nécessite des dépenses estimées à 521 260 $. Au niveau du fonds vert, on a des dépenses qu'on va effectuer avec le fonds vert en 2025. On a l'année 2025 qui constituera la 3e année du fonds vert. Il s'agit d'un fonds dédié à la réalisation de projets d'immobilisation et d'opérations en lien avec le développement durable. Chaque année, la somme totale perçue par le fonds vert est utilisée en partie pour financer des projets du PQI et en partie des projets du budget d'opération. Nous prévoyons percevoir une somme de 532 870 $ pour la taxe spéciale fonds vert en 2025. Excusez-moi. Rappelons que dans le cadre du PQI, pour l'année 2025, une somme de 256 000 $ a été prévue pour le projet d'un nouvel écocentre, l'installation d'une passe migratoire pour anguilles, ainsi que l'achat et l'installation de fontaines d'eau écologiques. Une somme de 276 870 $ est disponible pour le budget d'opération 2025. Cette somme sera utilisée pour financer les projets suivants. La plantation additionnelle de 200 arbres de bon calibre qui s'ajouteront aux 200 arbres initialement prévus au budget d'arborisation 2025. Et ce, afin d'accroître plus rapidement la canopée sur le territoire. Et le détournement du cours d'eau Roma-Côté et la création d'un milieu hydrique d'une superficie d'1 hectare. Les dépenses en immobilisation. On aborde maintenant le second volet du budget 2025 qui concerne les dépenses en immobilisation.
Il s'agit donc de la contribution financière 2025 de la Ville aux dépenses d'investissement que nous avons présentée lors de la séance spéciale du programme quinquennal en immobilisation PQU le 7 octobre dernier. Le budget de transfert à l'État des activités d'investissement est en hausse de 7,44 %, représentant des investissements de 14,3 millions. Le budget de transfert à l'État des activités d'investissement regroupe les enveloppes budgétaires permettant de soutenir financièrement plusieurs projets prévus au plan quinquennal d'investissement. Ce budget est constitué d'une partie du fonds d'administration, de la réserve financière filtration ainsi que la réserve financière épuration. C'est au niveau du service de la dette. Après les affectations aux activités d'investissement, il apparaît intéressant d'apporter un regard sur le troisième volet du budget, à savoir le service de la dette qui comprend le remboursement en capital, les intérêts et les frais de financement de la dette à long terme et les intérêts sur les emprunts temporaires. Cette section comprend également l'état du fonds de roulement, un outil indispensable au développement de la Ville. Au niveau de l'état de la dette à l'ensemble des contribuables. Le service de la dette de la Ville de Saint-Hyacinthe est sous contrôle avec une dette à l'ensemble des contribuables de 72,6 millions au 31 décembre 2023. Bien qu'il s'agisse d'un exercice périlleux de comparer deux municipalités au plan financier, lorsqu'on regarde le profil financier de la Ville, publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, notre Ville se positionne très bien. Au niveau des revenus, nous abordons maintenant la section des revenus. Rappelons que les revenus sont établis de façon un peu plus conservatrice que les dépenses, et ce, dans la perspective de dégager un surplus raisonnable en fin d'année en vue de rabattre du financement temporaire, d'augmenter notre fonds de roulement et peut-être même de nous permettre de commencer à épargner afin d'investir plus largement dans nos nombreux projets de mise à niveau de nos infrastructures en eau. Si le contexte économique ne glisse pas vers une récession et que l'inflation est davantage contrôlée, nous devrions être en mesure d'atteindre notre objectif. Les revenus passent d'une enveloppe de 144,3 millions dans le budget de 2024 à une enveloppe de 156,6 millions au budget de 2025, ce qui représente une augmentation de 8,52 %. Au niveau des sources de revenus de taxation, en effet, à cet effet, nous avons ventilé les sources de revenus. Nous avons ventilé les sources de revenus de taxation qui représentent 113,4 millions de la façon suivante. La section taxes résidentielles regroupant les revenus de taxation provenant des immeubles résidentiels et de la catégorie des 6 logements et plus. La section taxes industrielles et commerciales comprenant les revenus de taxation des immeubles non résidentiels, industriels, agricoles, forestiers et des terrains vagues desservis. La section taxes spéciales fonds verts comprenant les revenus issus de la taxation à taux unique applicable à l'ensemble des immeubles sur le territoire et servant à pourvoir le fonds vert. La section tarification est l'ensemble des revenus provenant de services d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et de la gestion des matières résiduelles. On soulignera que les revenus issus de la taxe résidentielle sont supérieurs de 1,39 % par rapport aux taxes industrielles et commerciales, ce qui représente un écart moins grand qu'en 2024, qui était de 3,33 %. Nous prévoyons au cours des prochaines années réduire cet écart. D'ailleurs, la mise en place en 2023 de la stratégie fiscale concernant la taxation commerciale et industrielle soutient cet objectif. Au niveau de la répartition des revenus du budget 2025. Comme mentionné au début de la présentation, à l'examen du graphique à l'écran, on constate que les revenus de taxation représentent toujours la principale source de revenus de la municipalité avec une proportion de 72,43 %. Concernant les 27,57 % liés aux autres revenus, ils sont répartis comme suit. 9,9 % pour des services rendus à des tiers, 6,35 % pour les paiements tenant lieu de taxes,
4,32 pour des revenus de transfert, 3,85 pour des impositions de droit, 1,19 pour des amendes et pénalités, 1,16 pour les intérêts, 0,65 pour les affectations et 0,15 pour les autres revenus. Au niveau des taux de taxation et de tarification, nous voilà donc en mesure d'annoncer les taux de taxes et de tarification pour 2025. On retrouvera donc dans un prochain tableau l'ensemble des taux qui seront en vigueur pour 2025. Ainsi donc, en considérant les différents enjeux entourant la préparation budgétaire et après avoir pris en compte chacun des 2712 postes de dépenses et de revenus, nous sommes en mesure de préciser le taux de taxe foncière générale, que le taux de taxe foncière générale pourra s'établir sur la base de la présente proposition budgétaire à 0,5227 sous du 100 plutôt à 52,27 sous du 100 d'évaluation pour le taux de base applicable aux immeubles résidentiels de 5 logements et moins, ce qui représente une diminution de 31,33 de ce taux. Du côté des immeubles de 6 logements et plus, le taux de taxation générale sera de 66,42 sous par 100 d'évaluation, soit une diminution équivalente à 13,70 La seule nouveauté notable est celle reliée au terrain vague, le desservi, où la loi permet aux municipalités d'augmenter la taxation pour ce type de propriété. Cette mesure vise à limiter la spéculation foncière, à forcer le développement et par le fait même d'augmenter le nombre d'unités d'habitation en stimulant la construction d'immeubles. Cette loi autorise les municipalités à imposer jusqu'à 4 fois le taux de base pour cette catégorie d'immeubles. Alors qu'il est présentement limité à 2 fois le taux de base à Saint-Hyacinthe, pour 2025, le budget prévoit une hausse équivalente à 3 fois le taux de base, soit 1,56,81 sous pour 100 d'évaluation. Maintenant, au niveau de la taxation, nous poursuivons avec les différents taux de taxation. Notez que l'augmentation consentie au tarif d'eau potable et d'assainissement des eaux usées au compteur est plus élevée que celle des unités de logement. Cette situation s'explique par l'étalement de l'indexation au tarif. En le positionnant à cette valeur, le tarif s'apparie au coût réel du mètre cube d'eau. La taxe pour le fonds vert sera diminuée à un taux de 0,047 par 100 d'évaluation. Ça veut dire que c'est même pas 1 sou par 100 d'évaluation, c'est 47 centimes de sous, applicable à tous les immeubles sur le territoire de la municipalité. Cette diminution du taux est entraînée par l'augmentation significative du nouveau rôle d'évaluation. Elle alimentera la réserve financière du même nom qui servira à financer des projets en lien avec le plan de développement durable. Au niveau de la répartition des revenus de taxation par catégorie. Cela dit, soulignons que les revenus de taxation et de tarification tels que budgétés pour l'année 2025 représentent 113 430 890 qui se répartissent tels qu'illustrés sur le graphique. Plus précisément, le volet résidentiel correspond à 40 le commercial à 31 le 6 logements et plus à 11 l'industriel à 10 l'agricole et le forestier à 5 les terrains vagues desservis 2 et le fonds vert 1 Répartition des revenus de taxation par catégorie. La portion issue des revenus de tarification représente de son côté 31 millions et se répartit comme présenté à l'écran. Maintenant, l'impact sur le compte de taxes. Après avoir présenté les différents taux et la tarification pour l'année 2025, voyons maintenant ce que cela aura comme impact sur le compte de taxes des contribuables mascoutins.
l'évaluation moyenne d'une résidence unifamiliale. Voici l'exemple de variation d'un compte de taxes de la maison moyenne avec et sans tarification relative à une piscine. Ainsi, pour cet exercice à Saint-Hyacinthe, l'évaluation municipale de la maison unifamiliale moyenne a augmenté de 50,32 %, passant de 294 532 en 2024 pour s'établir à 442 737 en 2025. Comme vous pouvez le remarquer, l'augmentation du compte de taxes de la maison moyenne sans piscine se situe à 102,69 sous et à 105,69 sous avec piscine, ce qui représente 3,6 % pour une maison moyenne sans piscine et à 3,58 % pour les propriétés qui possèdent une piscine. Maintenant, en conclusion, voilà donc la grande conclusion de l'exercice budgétaire 2025. Préparer un budget municipal est un exercice qui prend plusieurs mois. C'est le résultat d'échanges, de réflexions et d'arbitrage entre de nombreuses exigences et priorités administratives et politiques, tout en faisant place à de nouvelles idées et initiatives provenant de l'ensemble de l'équipe municipale. Si nous sommes en mesure de vous présenter ce budget dont nous sommes fiers, c'est parce qu'à Saint-Hyacinthe, nous pouvons nous appuyer sur des employés qui se consacrent tous les jours à leur mission de service public au sein de notre administration municipale. Nous souhaitons saluer ici leur dévouement et souligner leur précieux travail. Avec un budget de 156,6 millions, soit une hausse de 8,52 % par rapport à l'année dernière, et un programme quinquennal d'immobilisation, le PQI 2025-2029, qui compte 138 projets totalisant 44 millions, soit 12 millions de plus que le PQI précédent. Le conseil municipal avait à cœur d'établir un taux de taxe raisonnable pour les contribuables. Nous souhaitons que Saint-Hyacinthe demeure une ville attractive pour les nouveaux acheteurs et que les citoyens et citoyennes actuels aient envie d'y rester pour de nombreuses années. L'atteinte de l'équilibre budgétaire ainsi qu'une gestion judicieuse du service de la dette sont demeurés un défi constant tout au long de la préparation des prévisions budgétaires 2025, compte tenu de tous les engagements récurrents que nous avons dû considérer, ainsi que toutes nos nouvelles obligations. Bien que la situation financière de la municipalité demeure saine et l'endettement sous contrôle, il faut garder à l'esprit que nous aurons à conjuguer avec le financement prochain de la mise aux normes de l'usine d'épuration, un investissement majeur qui nous rappelle à la prudence. Évidemment, la nouvelle valeur foncière globale de 11,5 milliards de la municipalité nous situe plus que favorablement en regard du service de la dette, ce qui nous permettra d'introduire en temps opportun ce nouveau défi de financement. Nous voilà donc au terme d'une longue démarche qui s'est avérée exigeante compte tenu de l'ampleur des informations à colliger et à valider. Quoi qu'il en soit, nous avons la profonde conviction d'avoir fait nos devoirs. Nous avons cherché à faire preuve de pragmatisme en resserrant les dépenses là où c'était possible, en ajustant nos projections de dépenses et de revenus en fonction des résultats antérieurs et du pro-forma annoncé, en revoyant dans certains cas les priorités d'intervention et en tentant d'identifier des sources de revenus additionnels lorsque possible. L'engagement public est exigeant et si nous répondons présents au quotidien, c'est bien parce qu'il nous importe de garantir qu'à Saint-Hyacinthe, les citoyennes et citoyens bénéficient de services qui répondent à leurs attentes et ont accès à des installations qui leur offrent l'occasion de s'épanouir chaque jour davantage. Nous pouvons de plus affirmer avec certitude que la Ville de Saint-Hyacinthe est en très bonne santé financière, ce qui nous permet d'envisager le futur avec confiance, car nous sommes en train de nous donner les moyens de nos ambitions. Finalement, je tiens à exprimer mes remerciements à nos équipes municipales qui naviguent avec beaucoup de résilience et de professionnalisme, et plus particulièrement toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la réalisation de cet exercice budgétaire qui est un vrai travail collectif. Merci beaucoup. J'invite maintenant les membres du conseil municipal à procéder à l'adoption des prévisions budgétaires 2025, à moins que vous ayez des commentaires à formuler. Je retourne à notre ordre du jour. À ce moment-ci, M. Barré.
du budget 2025, 40.5, c'est le budget 2025 adoption. Excusez-moi, mon micro était fermé. Nous en sommes au point 5 de notre ordre du jour de notre séance extraordinaire avec l'adoption du budget 2025. Monsieur Harpin. Merci, Monsieur le maire. Considérant la présentation faite préalablement du budget pour l'exercice financier 2025 par Monsieur le maire André Bourgard, en conséquence, je propose de déposer et d'adopter le budget pour l'exercice financier 2025 tel qu'il apparaît au document intitulé « Prévision budgétaire 2025 » et qui se résume comme suit. La taxe, 113 430 890, paiement tenant lieu de taxe, 9 946 937, transfert, 6 771 105, services rendus, 15 501 778, imposition de droits, 6 034 400, amendes et pénalités, 1 856 950, intérêts, 1 810 739, autres revenus, 233 000, immobilisation, produits de cession, 50 000, financement à long terme des activités de fonctionnement, 296 138, affectation dans le surplus accumulé, 0, surplus accumulé affecté, 248 001 $, réserve financière et fonds réservés, 430 062, dépenses constatées à taxer ou à percevoir, 0, total des revenus, financement et affectation, 156 600 000. Les charges, incluant l'amortissement, l'administration générale, 18 862 744, sécurité publique, 24 76 351, transport, 28 390 381, hygiène du milieu, 35 052 917, santé bien-être, 2 50 041, aménagement, urbanisme et développement, 10 68 134, loisirs et culture, 30 510 477, frais de financement, 8 369 839, pour un total de 155 380 et 885, et les amortissements qu'on enlève pour un montant de 26 457 722, remboursement de la dette à long terme, 6 576 674, les affectations, activités d'investissement, 14 280 957, affectation des surplus, 89 511, réserves financières et fonds réservés, 4 723 414, placement, 6 281, total des charges, financement et affectation, 156 600. Suivant la présente adoption du budget pour l'exercice financier 2025, un document explicatif sera publié dans un journal local diffusé sur le territoire de la municipalité, le tout conformément à l'article 474.3 de la loi Cité-Ville et au paragraphe 8 de l'article 263 de la loi de la fiscalité municipale. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Pelletier. M. Bousquet, vous voulez prendre la parole? Monsieur le maire, lors de l'adoption du dernier budget en décembre 2023, j'ai émis le souhait que la hausse du compte de taxes de la maison moyenne soit plafonnée à 3 % en 2025. Les contribuables mascoutins ont déjà payé chèrement les importantes hausses de taxes des années 2022, 2023 et 2024, plus de 13 % en 3 ans. Il me semblait évident qu'un répit était nécessaire, surtout que l'inflation, même si elle semble théoriquement sous contrôle, est toujours supérieure à la normale dans les secteurs de l'habitation et de l'alimentation, deux besoins essentiels. Malheureusement, Monsieur le maire, le Conseil a décidé de ne pas exaucer mon souhait en choisissant de limiter l'augmentation du compte de taxes de la maison moyenne à 3,6 %. Ainsi, en 2025, la hausse du compte de taxes dépassera les 3 %, et c'est la première raison, Monsieur le maire, pourquoi je vais voter encore une fois contre le budget. Certains diront que 3,6 %, c'est un écart bien mince
par rapport à 3 Le budget, cette année, y arrive principalement à cause de l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation. Vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, tantôt. Sinon, je pense que la hausse aurait été beaucoup plus salée pour nos propriétaires de maisons unifamiliales. Avec ce nouveau rôle, son entrée en vigueur, bien, il y a certains propriétaires, comme à chaque nouveau rôle, qui vivront des hausses. Il y en a d'autres qui vivront des baisses selon le taux d'augmentation de la valeur de leur immeuble. Par curiosité, j'ai fait un petit sondage, j'ai fait un petit exercice et j'ai déterminé que le niveau 0 pour l'année 2025 équivalait à une hausse de la valeur de la propriété d'environ 45,5 À 45 de hausse de valeur, bien, les taxes foncières devraient être autour du niveau 0 cette année. Mais, Monsieur le maire, si le Conseil a réussi à limiter sa hausse à 3,6 cette année, bien, c'est surtout grâce au commerce puis aux industries qui verront leur contribution aux revenus de la Ville augmenter de 11,5 et de 27 respectivement. Dans ces cas-là, on est très loin du taux d'inflation constaté, puis c'est la deuxième raison, Monsieur le maire, pourquoi je vote contre le budget. En voulant nous ajuster à l'inflation, Monsieur le maire, bien, on provoque de l'inflation. Il y a quand même une bonne nouvelle, hein? Ce n'est pas l'ensemble du budget là, qui est difficile pour nos citoyens. La bonne nouvelle, celle qui s'illustre le plus, à mon avis, c'est que les propriétaires et les locataires des immeubles de 6 logements et plus, bien, ils recevront pour l'année 2025 des hausses beaucoup plus basses que le niveau de 3 que j'avais souhaité. Monsieur le maire, je pense qu'une cible était pourtant pas un objectif. Une cible de 3 n'était pas une cible inatteignable. Dans les derniers temps, il y a plusieurs municipalités qui ont adopté leur budget. Et je donne des exemples. Là. La Ville de Québec a annoncé, elle, une hausse de 2,9 La Ville de Montréal, environ 2,2 mais à Montréal, on sait que c'est compliqué à cause des arrondissements. Il y a la Ville de Laval qui a annoncé, dans son cas, une hausse de 1,9 Pour des villes plus comparables à Saint-Hyacinthe, Magog a annoncé une hausse de 2,9 Rimouski aussi, même chose pour Granby. Drummondville, en 2025, ça va être 2,3 puis Victoriaville, 2,4 Le Conseil utilise souvent la comparaison quand c'est le temps de fixer des dépenses. Mais je pense que, Monsieur le maire, il faudrait également l'utiliser, cette comparaison, quand on choisit d'augmenter le compte de taxes de nos contribuables. J'ai fait l'exercice de colliger les hausses pour ces municipalités-là au cours des 6 dernières années, de 2020 à 2025, 6 ans. Et Saint-Hyacinthe, parmi l'ensemble des municipalités que j'ai mentionnées, arrive en première position en matière de hausse moyenne du compte de taxes pour une maison unifamiliale, à première position. Puis je comprends la comparaison, vous l'avez dit tantôt, comparer les municipalités au niveau des finances, c'est hasardeux, puis je suis bien d'accord avec ça. Mais ces résultats-là, quand on fait l'exercice, quand même préoccupant. Puis ça, c'est toutes des données publiques qui ont été mentionnées dans les médias. Bien, c'est nous qui arrivons en haut. Puis c'est préoccupant, Monsieur le maire, dans un contexte où, dans un avenir approché, bien, on va vivre des enjeux financiers importants. Puis vous avez cité tantôt l'investissement majeur qu'on devra faire dans la mise aux normes de notre usine d'épuration, mais il y en aura assurément d'autres. Donc, à cause de ces enjeux, je pense qu'il est plus important que jamais, Monsieur le maire, de bien contrôler nos dépenses de fonctionnement, de réduire notre dette, puis être capable de créer aussi des réserves pour amortir le choc des dépenses futures. Et je pense qu'on s'en va dans cette direction-là, et c'est encourageant. Notre équipe municipale, Monsieur le maire, et je conclue avec ça, a toutes les compétences puis l'ingéniosité pour accomplir ce travail. Mais avant tout,
il faut que le Conseil lui donne ce mandat. Merci, Monsieur le maire. Merci, M. Bousquet. L'équipe municipale a vraiment atteint l'objectif qu'on avait donné, 100 %, mais c'est le Conseil qui a donné l'objectif au départ du 3,6. M. Barré. Oui, M. le maire. C'est mon 37e budget ici à la Ville et j'ai voté 33 fois pour le budget. 3 fois, j'ai voté contre. Et là, je vais voter pour le budget, mais du reculon. Et je m'explique. Je vais voter pour le budget parce qu'on a tellement un monstre. J'ai jamais vécu un tel monstre, jamais vu ça depuis que je suis à la Ville Saint-Hyacinthe, c'est l'usine d'épuration. L'usine d'épuration, c'est plus de 100 millions, puis là, c'est un défi gigantesque. Puis c'est lourd, là, tu sais, fait qu'on peut pas passer à côté. Donc, on dit, on va de l'avant. Mon deuxième monstre, que je suis pas mal moins content, c'est la masse salariale de la Ville. J'en ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Et puis, la masse salariale que je considère comme un ballon gonflable. On était passé de 30 millions à 33 millions. Ça m'avait fait bien peur au moment où M. Bilodeau est encore là. Ça fait pas longtemps, 2 ans et demi, qu'on était tous ensemble. Puis j'avais demandé à M. Bilodeau, on peut-tu continuer comme ça avec le jump qu'on a fait? Et il a dit non. Notre directeur général, qui était là depuis le début des années 2000, il était conscient que ça ne faisait pas de sens. L'année passée, plutôt cette année, on a monté de 33 à 37 millions, un petit peu plus. Et là, l'année prochaine, 2025, on est presque à 41 millions. Et une des raisons pourquoi que ça continue à grimper comme ça, c'est la création des postes. Je ne dirais pas le nombre de postes qui s'est créé dans les dernières années, parce que sinon, il va peut-être avoir le commissaire à l'éthique qui va m'appeler demain. Je ne sais pas c'est qui, je l'ai jamais vu, j'aurai peut-être l'occasion de lui parler. Mais je vais parler de plusieurs au lieu de parler du nombre. Et c'est la même chose, il y en a de prévu plusieurs pour l'an prochain. Puis moi, je considère que ces créations de postes-là, ça ne nous aide pas. J'aurais aimé qu'il y ait des plans B. J'en ai parlé ici, j'en reparle encore une fois. Et puis, ça fait juste gonfler encore plus notre masse salariale. Puis, en terminant, M. le maire, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se lever, qui va dire « Oui, mais à cause qu'on crée des postes, on va payer moins de temps supplémentaire. » On a posé la question. Il y a quelqu'un qui a posé la question pendant qu'on étudiait le budget. Puis il y a plus de temps supplémentaire prévu pour 2025 qu'il y en avait en 2024. Fait que c'est sûrement pas ça. Donc, M. le maire, je suis un traumatisé de la masse salariale et je suis bien déçu, mais je vais quand même voter pour le budget. Merci, M. Barré. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Mme Pelletier. Alors, oui, M. le maire, je suis fière d'appuyer ce budget-là. Et je me rappelle, j'avais posé la question à 2 personnes qui avaient voté contre l'an passé, puis ils avaient donné 3 % environ. On est à 3,6 %. Alors moi, je lève mon chapeau à toutes les équipes, à la direction générale, aux conseillers, qu'on a travaillé fortement. Puis on leur a donné un mandat clair. Ils ont fait des... comment je pourrais dire, un tour de magie pour arriver avec ça. On ne veut pas laisser à nos générations futures des budgets irresponsables, ça n'a pas de bon sens. Puis je me rappelle toujours qu'il y a un étagement ferroviaire qui a eu lieu, puis qu'on devait augmenter des taxes juste pour l'étagement ferroviaire. Est-ce que je rêve ça, M. le maire, ou c'était vraiment le cas? Puis ça n'a jamais eu lieu. Alors, c'est juste un petit clin d'œil pour l'étagement ferroviaire. Puis pour la masse salariale, nous voulons des bons employés. Nous voulons des employés de choix. Nous voulons que, puis j'espère pour 2025, que tout le monde ait une chaise, puis que tout le monde soit heureux à travailler ensemble. Un employeur de choix, une masse salariale, c'est sûr qu'on ne voudrait pas en payer de salaire. Mais on n'a pas des bénévoles, on a des travaillants, travailleuses, des gens collaboratifs avec nous. Alors, voilà pour la masse salariale. On veut être équitable avec tous les payeurs de taxes. On le sait qu'en 2025, il y a des choses qui s'en viennent, qu'il va falloir voter. Ça va être difficile, mais soyez assurés, citoyens et citoyennes de la Ville de Saint-Hyacinthe,
Les membres du conseil, on est très près du budget. On le suit attentivement, autant que le PTI. Et voilà, alors je suis fière de l'équipe encore pour ce budget 2025. Merci, Mme Pelletier. M. Côté. Merci, M. le maire. Mon micro, oui, ça marche, ça fonctionne. Moi, j'appuie le budget. Il faut se rendre à l'évidence qu'à Saint-Hyacinthe, quand même, on est, je dirais pas coincé, mais pris dans un milieu où on est toujours heureux de dire, bon, la technopole de l'agroalimentaire, on est confiné à un territoire qui ne peut pas beaucoup s'agrandir. On donnait tout à l'heure des exemples de l'autre côté de la table sur d'autres villes qui ont des taux de taxes un peu inférieurs à nous. C'est des circonstances, c'est des comparaisons qui ne sont pas toujours adéquates, je pense, compte tenu du fait qu'ils sont plus en mesure que nous d'agrandir leur périmètre urbain, alors qu'ici, on est vraiment coincé, puis on est, d'un certain sens, très fiers d'être coincés à cause de notre situation par rapport à l'agriculture. Et puis, personne ici autour de cette Chambre sont d'accord à ce qu'on dézone des terres qui sont... On a vu avec notre projet avec Olimel, pas Olimel, excusez, Exceldor, comment on a dû se battre pour avoir un petit coin de dézonage sur une terre qui nous appartient, là. Ça a été acheté par la Ville il y a quand même plus de 20 ans, et on est dans l'impossibilité, ou peut-être parce que ce qu'on nous a donné comme à la CPTAQ, c'est uniquement pour un projet particulier, là, on ne parle pas d'industrie. Également aussi, on est un peu coincé avec beaucoup d'institutions gouvernementales qui ne rapportent pas beaucoup de taxes. Les enlieux de taxes de ces infrastructures-là, même si on est très fiers, prenez par exemple le palais de justice qui est en train de construire, les améliorations qui ont eu lieu à l'hôpital Honoré-Mercier à l'urgence, c'est des investissements majeurs, mais dont on ne recueille pas les fruits parce que, bon, on connaît la situation avec les enlieux de taxes. Donc, malgré tout ça, on réussit par la fierté de notre ville, c'est ce qu'on veut réussir, et également par les défis qu'on a à rencontrer. On l'a dit tout à l'heure, il faut se créer une réserve pour prévoir en fonction de l'amélioration de notre réseau d'égouts et de l'usine d'épuration. On s'est trop longtemps, restreint à des taux de taxes qui sont encore là abordables, mais il faut penser à ces éléments-là. Donc, je vote en faveur de ce budget. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je vais refaire peut-être une mise en contexte. Effectivement, quand je suis arrivé au Conseil, moi, c'est mon 6e mandat, donc mon 24e budget, comme que M. Barré dit, lui, il en est rendu à 37e, moi, je mon 24e, et mon dernier qu'on va adopter ce soir. Effectivement, quand je suis arrivé en 21, en 22, M. Barré avait posé la question à M. Bilodeau. Effectivement, il avait dit qu'il faut arrêter cela au niveau de la masse salariale, au niveau des équipes et tout ça, que la masse salariale ne pouvait pas continuer de cette façon-là. Moi, personnellement, je ne peux pas en vouloir à la direction générale ou quoi que ce soit. Il y a eu un changement de garde en 2023, janvier 2023, 24, c'est sa deuxième année et tout ça. Madame la directrice générale a ses idées. Elle a la ville là, à cette grandeur-là. Elle veut l'emporter à son niveau, ce qu'elle pense et tout ça. Moi, ce que j'ai une difficulté, c'est au niveau des membres du conseil. Parce que ce qu'elle emmène, c'est à nous à prendre la décision. Et si ça passe ici autour de la table, c'est nous autres qui votent pour ou qui votent contre les projets qu'elle emmène. Donc, à quelque part, effectivement, oui, elle a des projets. Elle a son idée de grandeur pour la ville, le développement de la ville, la masse, le nombre d'employés et tout ça. Masse salariale pour 2025, c'est 804 000 de plus, à part des bénéfices marginaux sûrement. Si on sauve 50 000 d'overtime, supplémentaire, il en reste quand même 750 000 absorbés à quelque part.
Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de services, mais ça augmente énormément, 35 employés sur 4 ans. Moi, je l'ai mentionné la semaine passée encore, aux présentations du budget le 3 décembre, que j'étais frileux au niveau du nombre d'employés engagés. C'est à nous autres, elles sont se positionner en 25. 26, 27, je ne serai pas là parce que c'est demandé 4 ans pour les 35 employés de ça. On ne sera pas là en 26, 27, mais en 25, c'est à nous autres à se positionner, clairement. M. Bousquet, mon collègue, vote contre le budget, c'est une chose, mais par contre, quand il arrivera le temps d'engagement de personnel, l'an passé, s'il restreint un petit peu à ce niveau-là, peut-être cette année, il devra se positionner comme moi et M. Barré et tout ça. Oui, je vote pour le budget. C'est quand même 3,6 le budget. On reste à peu près dans le même pattern un petit peu que d'autres villes, à 3 il y a plus. C'est ça qu'on avait donné à la direction générale. Ils ont tissé ça très serré pour entrer à l'intérieur de ça parce qu'on a beaucoup d'investissements à faire dans les prochaines années. Donc, M. le maire, je te laisse de voter ça, mais comme je l'ai déjà mentionné, c'est au niveau de l'engagement de personnel que j'étais frileux. Merci, M. Coulombe. Mais juste faire une petite mise au point quand vous dites des idées de grandeur de notre directrice générale. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est des restructurations de certains services qui sont proposés et on a toujours à dire oui ou non parce que c'est pas de dire on va amener des nouveaux services, là. C'est de répondre aux attentes des membres du conseil. Les attentes des membres du conseil sont vraiment élevées. On veut toujours donner des meilleurs services. On veut toujours que ça aille plus vite. On en demande. Chaque élu, souvent, vous interpellez la direction, mais ce dossier-là va pas assez vite, ça va pas assez vite. Mais c'est pas des idées de grandeur, là. C'est pour répondre aux demandes du conseil, par nos aspirations. Puis comme vous avez mentionné, en bout de ligne, c'est le conseil qui dit oui ou non, là. Mais moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est des idées de grandeur. Quand j'ai mentionné, M. le maire, peut-être que j'ai mal mentionné ou quoi que ce soit, je n'ai pas mentionné méchamment la direction. J'ai félicité elle, Mme Frigon, à les voir. Je pourrais dire directrice générale, si on ne veut pas nous mentionner non, peu importe. Elle voit la ville là. Parce que M. Bilodeau, au niveau de l'engagement personnel, il voyait là. Elle est arrivée, elle a vécu ce contexte-là. Certains départements, il en manquait, l'urbanisme, loisirs ou autre. Mais moi, c'est le total du 35 au niveau TP que j'ai la difficulté. C'est sûr, j'ai choisi le niveau de 35 employés. Chaque direction générale qui arrive en poste, ils ont leur vision. Et est-ce que je l'ai mal exprimé dans tout ça? Peut-être. Mais moi, je dis tout simplement, chaque direction générale qui arrive en poste, il voit la ville d'une façon, c'est ça que je voulais dire, de telle grandeur. Et c'est à nous autres à se positionner, comme je l'ai mentionné tantôt. Et non, je ne l'ai pas dit méchamment envers la direction, loin de là. Merci, M. Coulombe. M. Harpin. Bien, écoutez, moi, je vais voter pour le budget, ça, c'est clair. J'ai voté tout au long de l'année ou pendant le PQI pour des projets. Donc, j'ai une facture. Il faut que je paye ma facture. Donc, c'est clair. On me parle de pourcentage. Puis, je comprends très bien mon collègue avec l'objectif du 3 Il ne faut pas oublier qu'on est en année électorale. Puis, il y a peut-être des villes qui ont fait 1,2, 1,7, 2,4. Parce qu'en année électorale, ça paraît bien aussi. Bon, nous, on a peut-être voulu être réalistes et conscients de ce qui nous attend, comme M. Barré a dit. Puis les pourcentages, 120, 130, 140, 150, on me parlait de Drummondville. Rapidement, j'ai regardé, le taux de taxation à Drummondville est plus élevé que notre taux de taxation. Ils ont un pourcentage moins, mais le taux du sang est plus haut. Il faut faire attention aux éléments de pourcentage. Après ça, la taxe d'eau, la taxe d'assainissement, y en ont-tu, y en ont pas. Après ça, les services d'une ville, par la proportion gardée. Notre dette, 12,8 ça va nous permettre justement de traverser ce qui s'en vient, parce qu'on va en parler dans l'année, l'usine d'épuration. Moi, je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos devoirs, puis on est sérieux. On ne fait pas un budget électoraliste, on fait un budget pour les besoins de la ville. Merci, M. le maire. Merci, M. Harpin. M. Thériault. Merci, M. le maire. Écoutez, nous avons toutes et tous travaillé à ce budget. Je vous entends, M. le maire, lorsque vous me dites « le Conseil a des idées, a des choses à mettre de l'avant ». Chacun des conseils et conseillères et conseillers sont des représentants de la population. Lorsque j'arrive ici, au conseil municipal, c'est les demandes de mes concitoyens
des concitoyens de Saint-Hyacinthe, de notre MRC, qu'on vient proposer ici. Alors, les gens nous demandent plus de services, nous demandent plus de représentativité, plus de verdure, plus de pistes cyclables, plus ci, plus ça. Bien, à quelque part, comme le disait mon collègue d'en face, M. Harpin, il y a une facture qui s'attache à ça. Lorsqu'on regarde comme l'augmentation de coûts de la Sûreté du Québec, la Sûreté du Québec nous coûte moins de 9 de notre budget. Il y a certaines municipalités qui possèdent leur propre police municipale et qui ont des coûts de 12, 14, 18 de leur budget pour opérer ça. Nous, on a fait le choix de la Sûreté du Québec et oui, on performe à ce niveau-là. Chacun des postes budgétaires a été scruté, a été coupé au minimum. Alors, moi, je suis très fier d'accepter le budget autour de 3,6 % en général, et c'est un reflet de la réalité, et personne ne va nous dire que c'est un budget électoraliste. Merci. Merci, M. Thériault. M. Caron, vous voulez prendre la parole? Oui, M. le maire, ce budget-là, comme mon collègue M. Harpin a dit, bien, reflète ce qu'on a pris comme décision durant l'année. Notre direction générale nous a proposé une restructuration de l'administration de la Ville pour l'amener en 2024, puis continuer vers l'avenir. Fait que cette réorganisation-là a fait en sorte, justement, d'amener d'autres éléments à la Ville, puis c'est normal que la facture augmente. Mais dans l'ensemble, ça reflète exactement ce qu'on a pris comme décision majoritairement pendant l'année. Fait que, veut pas, bien, moi, je tiens à remercier la direction générale d'avoir réussi à faire en sorte de nous présenter un budget équilibré, puis qui satisfait la majorité du Conseil. Merci, M. Caron. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Donc, je suis en accord avec mes collègues aussi. Je vais voter pour le budget. Vous avez bien expliqué pendant 45 minutes tous les détails, toutes les orientations, tout le budget 2025 que le Conseil a mis de l'avant. Puis la direction a travaillé, toutes les équipes, en fait, de la Ville a travaillé pendant des mois. Donc, on l'a expliqué, vous l'avez expliqué pendant 45 minutes. La Ville, les équipes ont travaillé pendant des mois. Donc, moi, je veux simplement dire en une phrase que ça reflète bien qu'on a toujours notre vision, là, qu'on est tourné vers un avenir durable. Bien, ça reflète encore là qu'on est tourné vers un avenir durable, qu'on veut bien respecter, oui, les payeurs de taxes et tout ça, nos projets, mais surtout aussi là, qu'on veut que notre ville soit vraiment tournée dans un avenir durable. C'est vraiment le mot, c'est vraiment la phrase. Donc, merci d'avoir bien expliqué. Puis les citoyens peuvent aller revoir votre discours, mais aussi le document là, sur la Ville de Saint-Hyacinthe, peut revoir en point et en détail là, vraiment tout ce qu'on a décidé là, comme budget 2025. Merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. Juste avant vous, M. Huard, mais il y a plusieurs endroits qu'on n'a pas le contrôle. On parle de la SQ, oui. Là. Même si ça coûte moins cher que d'autres villes, ils nous ont augmenté de plus de 6 %. Il y a plein d'endroits où la hausse qui nous est imposée, c'est pas de notre faute, puis c'est beaucoup plus haut que ce qu'on attirait à 3,6. Un autre exemple, on a décidé comme conseil, puis quand je dis conseil, là, moi, je fais partie du conseil. Là. Faut pas qu'il y en ait qui me disent que je dis le conseil, mais le conseil, c'est le maire inclus. Là. Mais on a décidé de mettre 500 000 de plus dans le logement social. Pourquoi? Parce qu'on y croit, puis on en a besoin. Mais tout ça, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, mais il y a des augmentations. M. Huard. Merci, M. le maire. La décision que nous prenons là, aujourd'hui là, pour le budget, là, bien, c'est un impact qu'on va avoir pour les générations futures. Moi, je le vois comme un budget des générations futures parce qu'on a beaucoup d'engagements qui s'en viennent au niveau de nos infrastructures en eau. Si on prend un budget électoraliste là, ça veut dire qu'on n'aura pas les ressources pour investir en eau. Fait que moi, quand je vois tout ça ensemble, je me dis, bien, continuons, avançons. La différence entre 3,6 et 3 % c'est à peu près là, environ là, 20 $. Fait que c'est pas un si gros montant que ça. Je pense que nos citoyens vont comprendre parce qu'on a tous besoin d'eau potable puis on a tous besoin de traiter notre eau. Merci. Mme Gagné. Oui, M. le maire. Alors, je suis très favorable à ce budget.
Je trouve qu'il reflète vraiment nos valeurs, nos orientations qui ont teinté nos actions toute l'année. On s'est centré sur la sécurité et le bien-être de nos citoyens. Et je pense que ça le reflète bien. Il y a un élément qui est important, dont on s'est préoccupé toute l'année pour le bâtir, ce budget, c'est de bien entretenir nos installations, nos équipements. On avait des mises à niveau à faire. Ça explique une bonne partie de nos dépenses cette année, dans l'année qui viendra, c'est-à-dire. On a renoncé, pardon, ou on a étalé certains projets qui nous tenaient à cœur parce qu'on avait ces priorités-là. Alors, je pense qu'il n'y a rien de superflu dans notre budget. Tout a été pensé, réfléchi, et je suis en total accord. Merci, Mme Gagné. Puis ça m'emmène une réflexion, ce que vous venez de mentionner. Pendant plusieurs années, mais on investissait beaucoup dans des nouveaux investissements, dans des nouveaux centres communautaires, dans des nouveaux centres sportifs, dans des nouveaux centres culturels, peu importe, mais on n'entretenait pas suffisamment ce qu'on possédait. Depuis 3 ans, maintenant, avec 2025, avec 4 ans, on n'a pas fait beaucoup de nouveaux investissements, des biens durables à long terme, mais on entretient ce qu'on possède parce qu'on a trop longtemps négligé l'entretien de ce que l'on possédait et on met beaucoup d'argent dans quelque chose qui n'est pas visible, mais c'est nos infrastructures souterraines en eau et en épuration, ce qu'on ne voit pas, nos conduites sanitaires et nos débordements à la rivière, nos stations de pompage, ça coûte une fortune à la ville, mais ça ne paraît pas, mais on investit intelligemment, puis on pense aux générations futures parce qu'on ne veut pas leur transmettre les factures dans le futur. Est-ce que j'ai d'autres interventions avant qu'ils procèdent à l'acceptation du budget? Ça a été proposé par M. Harpin, ça a été secondé par Mme Pelletier et c'est accepté majoritairement 10 votes pour et 1 vote contre. Nous en sommes maintenant au point 6, la seconde période de questions des membres dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions suite à la présentation du budget? On n'a pas de questions dans la salle. Parfait. On va procéder au point 7. C'est la levée de la séance proposée par M. Bousquet, appuyée par M. Coulombe, de déclarer la levée de la séance extraordinaire pour le budget à 21h28.